Il lui faut un personnage, il lui faut un drame. Il y a l'histoire d'Octave Mouret, qui a le génie du commerce, et Denise, la jeune vendeuse, qui va attirer l'attention du patron. Ça, c'est le premier axe, c'est l'axe fondamental, puisqu'il est romancier. Et le second axe, c'est celui de l'enquête, de la recherche des documents qui vont donner à son roman un air de vérité, un air d'exactitude. Ce qui fera que le roman va donner, en somme, en spectacle, un aspect essentiel de la réalité contemporaine. Il ne connaît pas grand-chose sur le monde des grands magasins et il va se livrer à une enquête très approfondie. Le 31 mars 1882, M. Karcher, secrétaire de Mme Boucicaut, écrit « Lundi dernier, nous avons eu la visite de M. Émile Zola. Il a voulu visiter le Bon Marché parce qu'il a le projet d'écrire un roman dans lequel il sera question d'un magasin de nouveautés. Je lui ai montré toute la maison et il a été fort émerveillé. » Zola mène une véritable enquête de terrain. Il prend des notes et des croquis de tout ce qu'il voit. Des rayons de la mode à l'ameublement, des vestiaires du personnel au service des expéditions. Tout l'intéresse. Il visitera même les cuisines et la salle des machines. Pour Zola, le grand magasin, comme le monde des chemins de fer, c'est quelque chose qui est absolument caractéristique à la fois du dynamisme de la société nouvelle, qui tourne comme une locomotive et qui ne cesse à la fois d'absorber de l'énergie et de fabriquer de l'énergie. Le grand magasin, c'est une énorme machinerie qui a cette espèce de caractère mythique de produire de l'argent, de toujours produire davantage de l'argent. Toujours plus d'argent, car toujours plus de marchandises. Boucicaut pousse la logique des magasins à comptoirs multiples à son comble. Il recrée la structure familière des passages couverts avec leurs dédales d'allées et leurs petites boutiques, mais à une échelle monumentale. Avant, pour acheter un balai, on allait dans un magasin, un jouet, un autre magasin, des chaussures aussi, tandis que là, on pouvait trouver groupés dans le même magasin depuis un sac de voyage jusqu'à un faux col, jusqu'à un biberon de bébé, et plus tard du matériel photographique, etc. Donc, on trouvait tout dans le grand magasin. Chaque rayon est organisé comme un magasin indépendant, avec ses vendeurs et son chef de rayon responsable de ses achats. Pour les clientes qui entrent dans le Bon Marché pour la première fois, l'expérience est un étourdissement. Elles sont confrontées à une expérience totalement inédite. C'est presque comme un grand bazar oriental. C'est un monde de rêve, un monde imaginaire. Mais un monde imaginaire très soigneusement et habilement construit. Le Bon Marché offrait l'explosion de tous les sens à laquelle Boucicaut avait rêvé. Il cristallisait tous les désirs et abritait toutes les tentations. Happée par l'effervescence et la magie du lieu, aucune femme ne pouvait désormais lui résister. Le saccage des étoffes jonchait les comptoirs. L'or sonnait dans les caisses. Tandis que la clientèle, dépouillée, violée, s'en allait à moitié défaite, avec la volupté assouvie et la sourde honte d'un désir contenté au fond d'un hôtel louche. Boucicaut avait créé pour ces femmes si convenables un espace de liberté. Avec l'apprentissage du grand magasin, elles découvrent qu'elles ont un corps, des envies et du plaisir, ce qui jusque-là n'était que le domaine réservé des hommes. Monsieur. Mais pour une femme comme Madame de Vaubois, dont le statut le plus précieux est sa vertu, le magasin peut être le lieu de tous les dangers. Que désire madame? C'est la spécialité de la maison. Ce sont des gants de chevreau de la meilleure qualité. Voulez-vous les essayer? Ici? Bien sûr. Asseyez-vous.
Les grands magasins étaient considérés à bien des égards comme des lieux dangereux. À l'époque, quand elles sortaient, les femmes des classes moyennes avaient le corps entièrement couvert pour qu'ils ne soient pas vus. Veuillez placer votre main comme ceci. Quand un homme que vous ne connaissiez pas caressait vos doigts, c'était une expérience extraordinaire. Je ne vous fais pas de mal, madame. Non. Non. Ça va. Certaines trouvaient ça parfaitement choquant et d'autres allaient peut-être dans les grands magasins plus souvent que de raison pour acheter des quantités de gants. Les femmes passent jusqu'à 12 heures par jour au bon marché. Les maris s'inquiètent de la désaffection de leurs épouses qui ne semblent plus se soucier de leurs devoirs. Quand les femmes n'ont pas cessé d'aller à confesse, mais passé une plus grande partie de leur temps dans les magasins et ont commencé à en faire leur nouveau temple, l'Église s'est alarmée. Il y avait des sermons tonitruants contre la vanité des femmes et leur sensualité. Elles étaient accusées de déserter leur véritable vocation, qui était d'élever la prochaine génération de Français. C'est devenu une question nationale. Maintenant que les clientes du bon marché côtoient plus que de raison des hommes qui ne sont pas leurs maris, la respectabilité du grand magasin est remise en cause. Boucicaut doit trouver une parade. Il engage des femmes. Les clientes découvrent une nouvelle venue, la vendeuse, petite cheville ouvrière qui va vite s'avérer indispensable au rouage du grand magasin. La multiplication constante des rayons nécessite une main-d'œuvre toujours plus colossale, à la démesure du bon marché. En 30 ans, l'établissement passe de 12 à plus de 4000 employés. Les femmes en composent plus de la moitié. Mademoiselle Martin a à peine 20 ans. Montée à Paris pour chercher du travail, elle n'en revient pas de s'être fait embaucher dans le plus grand magasin de la capitale. Pour la première fois, elle entrevoit la promesse d'une vie meilleure. Car à cette époque, une jeune femme d'origine modeste n'avait comme toute perspective d'avenir que d'être bonne chez les riches ou de vendre son corps aux plus offrants. La prostitution à l'époque était monnaie courante. La majorité, et quand je dis majorité, j'entends 99% des hommes, fréquentaient régulièrement des prostituées. Et c'était le gagne-pain d'une immense partie de la population féminine. Pour ces filles pauvres qui n'étaient pas mariées et étaient des proies faciles, le grand magasin représentait une véritable sécurité. Tout d'abord, il offrait à ces femmes un endroit où vivre. Elles logeaient dans les étages supérieurs du grand magasin lui-même. C'était donc un foyer qui leur permettait de devenir beaucoup plus cosmopolites, indépendantes et d'avoir des ressources financières. Mais l'indépendance se payait au prix fort. Le travail était extrêmement dur. Debout, 13 heures par jour, à piétiner dans les rayons, en gagnant à peine de quoi survivre. Il fallait répondre aux moindres souhaits de ces dames et n'être pas trop jolie pour ne pas provoquer leur envie. Sans compter la menace permanente d'un renvoi brutal. La cliente n'avait pas d'obligation d'achat et laisser filer une cliente qui n'a rien dépensé, c'était dangereux. Et les faire plusieurs fois, ça pouvait signaler le licenciement. Pour les patrons, les femmes étaient là pour ça, pour être bon marché, dociles,